Candidat sur ce plateau, Emmanuel Grégoire, député de la 7e circonscription de Paris et auparavant premier adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l'urbanisme ces dernières années. Quel est son projet pour la capitale? C'est parti pour une demi-heure d'interview co-animée comme tous les jeudis avec Julie Bossard, rédactrice en chef d'Actu Paris. Bonsoir Julie et bienvenue dans Île-de-France Politique. Bonsoir Emmanuel Grégoire. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité d'Île-de-France Politique. Vous êtes donc député de la 7e circonscription de Paris, candidat socialiste au municipal. Finalement, on ne connaît toujours pas le nom du Premier ministre. On vient de l'apprendre, le président de la République devrait le nommer demain matin. Qu'est-ce que vous lui dites au président de la République? Qu'il presse, franchement, c'est pas normal de se retrouver à nouveau dans cette situation. Et puis, le ridicule, moi d'abord je comprends, c'est un choix important pour la France. Mais ce teasing, c'est ce soir, non c'est demain, c'est ce soir, non c'est demain, et là finalement c'est à nouveau demain matin. On va attendre avec beaucoup d'impatience demain matin et peut-être demain soir aussi. Je trouve que les annonces sont précipitées et que c'est pas à la hauteur du moment grave dans lequel on est. Voilà, donc on peut attendre demain matin, mais si l'Élysée pouvait éviter de se faire des communiqués toutes les 2 heures en disant que c'est pas bientôt, ce serait mieux. Ça, c'était sur la forme, sur le fond? Sur le fond, les choses ont été clairement posées, notamment par le Parti socialiste. Si c'est un gouvernement de droite qui poursuit la politique qui est menée, nous n'y participerons pas et nous ne le soutiendrons pas. Mais nous poserons les conditions pour l'adoption du budget, parce qu'il faut aussi que le pays puisse tourner. Et si, comme nous le demandons, un Premier ministre de gauche est nommé, et que ça correspond à un changement de cadre politique clair, nous le soutiendrons. Vous ne voterez donc pas de nouvelles motions de censure? Non, d'abord, il ne faut pas prendre de décision définitive. On prend la décision en fonction des circonstances, c'est du dialogue qu'on va nouer. En gros, il est évident qu'on ne va pas refaire une censure immédiatement, parce qu'il faut que le pays puisse avoir un budget, on en a besoin. Encore une fois, si le futur Premier ministre nous représente exactement le même budget que M. Barnier, eh bien la logique ce sera de censurer. Mais on va en discuter tranquillement, et d'abord avec le Premier ministre ou la Première ministre, pour avoir une bonne surprise, dans les heures et les jours qui viennent. Emmanuel Grégoire, vous avez quitté la mairie de Paris il y a quelques mois, et vous voulez déjà y revenir. Ça représentait quoi la députation pour vous? C'était un tremplin pour vous tester électoralement? C'est pas un tremplin. D'abord, il faut avoir en tête les circonstances exceptionnelles dans lesquelles moi, j'avais pas imaginé être candidat aux législatives. Je ne t'ai jamais posé cette question. Chacun sait que mon engagement historique, mes seuls mandats historiques, c'est Paris. Et la passion que j'ai pour cette ville, mais plus encore pour ses habitants, les Parisiennes et les Parisiens. Simplement, le moment de gravité dans lequel c'est intervenu. Avec, je le rappelle, on l'oublie parfois un peu vite, mais la menace de l'arrivée de l'extrême droite. Et j'ai pensé que mon devoir était de me battre contre l'extrême droite dans ce moment très particulier qui s'imposait au pays. Alors pas sur ma circonscription, il n'y avait pas un risque majeur de RN, mais c'était porter une voix pendant la campagne. Et puis été élu porter l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, je le précise. Et puis porter la voix de la gauche dans l'hypothèse où l'extrême droite était majoritaire absolue seule à l'Assemblée nationale. Je suis heureux que ce soit pas le cas. Je mets totalement mon énergie de député au service des sujets qui préoccupent les Parisiennes et les Parisiens, l'éducation, le logement, la culture, il y a plein l'environnement. Et donc, il y a une vraie cohérence entre mon expérience d'élu, celle que j'apporte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et celle que j'apporterai demain, je l'espère, comme maire de Paris. Et il y a des fortes chances quand même qu'il y ait des législatives anticipées dans les prochains mois. Vous compterez faire quoi? Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'il y aura des... Puis moi, je ne fais pas de conjecture sur l'avenir. Mais si on avait... S'il y en avait après mars 2026 et que je suis maire, je ne serais pas candidat. Mais avant. Voilà. Et s'il y en a avant, je ne pense pas qu'il y en aura. Et ça dépend à quel moment elles interviennent et dans quel contexte politique elles interviennent. Et par ailleurs, je le rappelle, Anne Hidalgo, c'était pas son cas, mais Bertrand Delanoë était sénateur quand il est devenu maire de Paris. Il a abandonné. D'ailleurs, je le redis à l'honneur de Bertrand Delanoë, à l'époque, rien ne l'obligeait. Parce qu'à l'époque, le cumul était autorisé. Il ne l'est plus. Si je suis élu maire de Paris, je quitterai mes fonctions. D'abord, à l'évidence, c'est une fonction qui mérite un plein temps. Mais en plus, c'est par ailleurs une obligation légale désormais. Et j'en suis très heureux. Il ne faudrait pas revenir là-dessus. Parfois, ce sujet, vous le savez, revient dans l'actualité. Et donc, je ne crois pas qu'il y aura une dissolution. Et si elle a lieu, ça dépend quand elle a lieu, j'en tirerai les conséquences par rapport à mon ambition parisienne, qui est évidemment prioritaire. Mais on verra ça en temps utile. Et mon challenger, qui répète cet argument souvent, je le rappelle, a été élu à peine 7 mois avant moi sénateur. C'est pas moins important d'être sénateur, pas moins important. On est des parlementaires, on met, je le crois, nos mandats au service de Paris et on renoncera à nos mandats parlementaires si nous sommes élus maire de Paris. Vous l'appelez votre challenger. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul donc à gauche sur la ligne de départ et vous n'avez pas été le candidat adoubé par Anne Hidalgo. Ça peut vous servir?
Je ne sais pas. Écoutez, j'ai été très proche d'Anne Hidalgo pendant très longtemps. Elle a fait un choix différent. Et puis, la presse a beaucoup commenté ça. Ça m'intéresse moins de commenter ça parce que je le regrette, mais je me projette dans autre chose. Le projet dans autre chose, c'est oui, mais il va falloir animer. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne souhaite pas me démarquer. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dont je suis très fier. J'ai été 10 ans son adjoint, 6 ans son premier adjoint. Je parlais pas de vous démarquer par rapport à Anne Hidalgo, je parlais de vous démarquer par rapport à Rémi Féraud. Il va falloir que vous pesiez dans le débat. Vous m'interrogez pas sur ça, vous m'interrogez sur le soutien d'Anne Hidalgo. Oui. Donc je me soutiens pas encore, je le regrette, mais voilà, je suis sûr que on sera tous ensemble de toute façon une fois que le candidat aura été choisi. Définitivement, donc la campagne est lancée. Tout le monde était un petit peu en meeting hier soir. Il y avait un meeting de Rachida Dati, un meeting également de Rémi Féraud. Vous étiez avec des élus de la gauche parisienne. Vous espérez justement une candidature unique pour cette gauche parisienne ? Oui, en tout cas d'une gauche la plus large, une liste la plus large possible, avec le plus de partenaires. Pourquoi ? D'abord parce que nous sommes une histoire commune. Depuis 2001 et l'élection de Bertrand Delanoë, les communistes, les écologistes et les socialistes travaillent ensemble. De façon exigeante, on n'est pas d'accord sur tout et je crois que chacun sait y apporter, on va dire, ses forces, ses priorités et qu'on essaie d'en faire ressortir le meilleur. Et donc, parce qu'on a bien travaillé ensemble, je pense qu'il est intelligent qu'on essaye de travailler ensemble pour présenter un projet. D'abord parce que ce travail permettra de créer la colonne vertébrale d'un programme commun de la gauche à Paris qui sera utile pour l'avenir. Et puis, on verra si ça donne de la force nécessaire pour faire une liste d'union. Mais ce sera de toute façon une démarche qui je crois, sera utile. Et donc oui, je mettrai en place un processus de dialogue avec les forces de gauche, à l'exception, je l'ai déjà dit et je le redis clairement, de la France Insoumise, parce qu'ils ne le souhaitent pas et parce que je ne le souhaite pas. Et je crois qu'au-delà de moi, beaucoup ne le souhaitent pas. Il y avait des élus insoumis hier lors de cette réunion. Pour autant, vous ne discutez pas avec eux. Non, d'abord, c'est pas le même cadre. On parlait d'une thématique, je n'étais pas l'organisateur. Moi, je parle à tout le monde, je suis respectueux de tout le monde. Il se trouve que quand j'ai des différends, je l'ai dit clairement, je n'insulte personne, je respecte tout le monde, que ce soit évidemment dans la majorité, mais dans les oppositions. Et dans les oppositions, la première et la principale est à l'évidence la droite. Mais vous savez, pour en avoir été l'observateur pendant longtemps, que la LFI à Paris, c'est toujours défini dans l'opposition municipale. Moi, je ne souhaite pas travailler avec des gens qui se définissent eux-mêmes dans l'opposition municipale. Par contre, je respecte tout le monde et je dialogue avec tout le monde. Et donc, hier soir, il y avait des parlementaires, enfin un parlementaire effectivement de la France Insoumise, que je connais bien et avec lequel j'ai un travail respectueux, mais ça ne conduira pas à s'allier au municipal parce que je ne le souhaite pas. La primaire interne, elle doit se tenir au printemps. Donc, vous êtes prêt à vous ranger derrière une candidature commune pour le bien de la gauche à Paris ? Vous êtes prêt à vous effacer ? La question ne se pose pas. Non, on ne s'efface pas. C'est les militants qui choisissent et on honore leur choix. On ne s'efface pas. Moi, je souhaite aller au vote. Il y aura un vote. Il y aura au moins 2 candidatures déjà déclarées. Enfin, il n'est pas exclu que d'autres personnes souhaitent être candidats. Et c'est la noblesse de la démocratie, c'est quand même quand il y a plus d'un candidat, sinon ça ne s'appelle pas vraiment un vote. Mais là, il y aura un choix à faire et je sais que moi-même, et je sais que mon challenger, nous respecterons ce verdict-là, parce que au-delà de nos ambitions personnelles, au-delà de nos petits destins personnels, ce qui importe le plus, c'est l'aventure collective qu'on construit. Et cette aventure collective, c'est celle d'un collectif militant, c'est celle du Parti socialiste, c'est celle de toutes les forces de gauche qui participeront à cette dynamique-là. On va la construire méthodiquement et je n'ai aucun doute là-dessus. Le lendemain du vote d'investiture, nous serons tous ensemble. Vous avez le soutien du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure ? Oui, j'ai le soutien de beaucoup de monde, beaucoup d'élus franciliens, beaucoup d'élus parisiens, beaucoup de militants surtout, puisque c'est eux qui vont choisir. Encore une fois, c'est pas un concours entre guillemets d'intimidation réciproque. C'est un processus qui doit être un processus de débat. D'ailleurs, si BFM Paris veut organiser un débat, je serai très disponible pour y participer. Parce que c'est un moment qui doit être un moment d'intelligence collective, de débat, de dialogue et de choix en liberté des militants qui sont amenés à se prononcer en mars. Alors, chaque candidat a sa punchline pour convaincre. La vôtre, c'est Paris mérite mieux, mieux que ce que vous avez entrepris jusqu'à présent en tant que premier adjoint. C'est pas ma punchline, c'est peut-être la vôtre, mais c'est pas du tout ma punchline. Paris mérite toujours mieux, d'abord. Ça, c'est vrai, mais c'est pas du tout ma punchline. Je sais pas pourquoi vous dites que c'est ma punchline. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a fait, en 10 ans, des choses magnifiques avec Anne Hidalgo, qui elle-même s'appuyait sur 2 mandatures de Bertrand Delanoë, sur lesquelles nous avons fait des très belles choses. Et Anne Hidalgo a réussi à faire des choses complémentaires
et puissante, différente de Bertrand Delanoë, sans qu'à aucun moment ce soit une insulte pour Bertrand Delanoë ou une opposition. Donc moi, ce que je veux, c'est m'appuyer sur les forces sur lesquelles nous sommes engagés collectivement pendant cette deux mandatures, évidemment sous l'impulsion et le leadership d'Anne Hidalgo, et de trouver aussi de nouveaux champs à explorer qui répondent à plusieurs sujets de préoccupation que nous ressentons chez les Parisiennes et les Parisiens, qui concernent évidemment la préparation de l'avenir, qui concernent la vie quotidienne et qui concernent également la façon dont on conçoit l'avenir de Paris et dont on va l'organiser dans les années qui viennent. Il y avait quelque chose à refaire de ces 5 dernières années, même plus. Que referiez-vous différemment ? Je ne veux pas le formuler comme ça. C'est pas refaire. Moi, encore une fois, je le dis. Mais je l'ai dit, je le sais. Moi, le premier. Et moi, avec. Donc, le sujet n'est pas de refaire une lecture critique de ce qui a été fait. J'en suis pleinement solidaire et pleinement responsable aux côtés de la mer. Simplement, de s'inspirer sur ce que nous avons fait, qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné, et de corriger à travers un projet et pas à travers un commentaire sur ce que nous avons fait. C'est une façon positive de se projeter, qui suppose deux choses. D'abord, c'est un cadre de dialogue avec les Parisiens, où eux-mêmes puissent s'exprimer. Voilà les sujets sur lesquels ça va, voilà les sujets sur lesquels il faut des nuances. Donnez l'exemple. Je ressens chez les Parisiens une très grande adhésion à la politique en faveur des mobilités douces et notamment du vélo qui a été menée. Et je sens en même temps des attentes de régulation, de cohabitation, dans lesquelles les intérêts ne sont pas franchement convergents. Et ben donc on écoute. On essaie de synthétiser et puis de proposer un chemin et de convaincre les Parisiens de continuer à voter pour nous. Justement, sur cette question des mobilités, vous dites finalement je serai le candidat de l'apaisement. Ça veut dire quoi, justement, concernant peut-être ces mobilités ? On l'a vu encore récemment, c'est un peu la jungle quand même dans les rues à Paris. La jungle, bon, j'essaie de faire toujours attention aux mots. Contestablement, me remonte un sentiment d'exaspération ou en tout cas d'interrogation sur la confrontation. Et on est toujours le coupable ou la victime de quelqu'un. C'est-à-dire le piéton se plaint du cycliste, le cycliste se plaint de la voiture et sans doute ont-ils tous un peu raison. Et les transports en commun peuvent être parfois les victimes collatérales de ça. Donc le sujet, c'est que nous menons des politiques ambitieuses dont je rappelle la cohérence et la constance, puisque je les porterai après. D'abord, réduire la place de la voiture en ville, tout simplement pour redonner plus d'espace à d'autres usages que celle qui est occupée encore aujourd'hui par la voiture. Anne Hidalgo l'a porté très puissamment, je continuerai à le faire. Deuxièmement, développer des mobilités douces et des mobilités partagées. Pourquoi ? Moins de pollution, moins de bruit, etc. Et je crois que le bon sens adhère à cette vision et à ces projets de transformation. Le sujet, évidemment, celui de la synthèse ou de la cohabitation de tous ces besoins, puisque en même temps, on a besoin de livrer, on a besoin, donc voilà, chacun comprend aisément qu'il y a plein de gens qui demandent plein de choses et il faut arriver à les mettre en cohérence. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est continuer à développer ces grands objectifs de lutte contre la pollution, de lutte contre le bruit, pour l'apaisement de l'espace public et un peu, on va dire, soulager la charge mentale de la ville qui peut être imposée par les véhicules d'abord, les voitures d'abord aux autres. Mais aussi, il faut le dire, par les vélos aux piétons et remettre notamment la question de la marche à pied, la question des piétons, comme une priorité en matière de mobilité de proximité. Vous parliez d'apaisement et de livraison, sur la nécessité des Parisiens de se faire livrer, qu'ils soient individuels ou commerçants. Justement, est-ce que vous comptez étendre la zone à trafic limité dans tout Paris, comme le propose votre challenger ? Non, je l'ai déjà dit. D'abord, je partage l'objectif de réduire la place de la voiture, mais je ne crois pas que la ZTL soit du tout le bon outil pour cela. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de trafic de transit sur tout Paris. Ce n'est pas vrai, ça n'existe plus, et notamment depuis qu'on avait fait les aménagements et la fermeture des voies sur berge, ce transit intramuros, il est documenté sur le plan scientifique, il n'existe plus. En revanche, et je pense que... Bon outil, oui. Donc la ZTL n'est pas un bon outil. Non, c'est pas l'outil technique à l'échelle de tout Paris. D'accord. Ce n'est pas le bon. D'accord. Notamment parce que ça veut dire faire passer les gens par le périphérique, c'est ce qu'ils font déjà. Donc, en revanche... Vous ne reviendrez pas sur la limitation à 50... Non, c'était une bonne idée et elle est en train de démontrer son efficacité. Tous les témoignages qu'on a, c'est que on évite les effets d'accordéon, d'accélération et de freinage. C'est moins anxiogène. Il est vrai, je le sais, perturbant de nuit, quand il n'y a pas d'autres véhicules, de rouler à 50. Mais c'est le principe du code de la route. C'est aussi, on l'a aussi documenté, une baisse du bruit
qui est particulièrement significatif la nuit parce que c'est là que les voitures roulaient vite et donc en matière de décibels, c'est là qu'on a les résultats les plus efficaces. Donc quelle est mon idée pour continuer à réduire la place de la voiture? D'abord, c'est de confier beaucoup la main aux maires d'arrondissement pour les aménagements de proximité en la matière. Plutôt autour de l'idée, mais on devra en discuter d'abord, en discuter avec les communes limitrophes, à l'échelle du Grand Paris, avec les maires d'arrondissement, autour des cœurs piétons, c'est-à-dire et dans lesquels les maires d'arrondissement auraient la maîtrise et du calendrier et des secteurs géographiques qui leur semblent prioritaires, c'est de faire des plateaux qu'on appelle piétonniers, c'est de la semi-piétonisation, des endroits où ce sera totalement piétonisé, mais d'autres endroits où ce sera semi-piétonisé, de façon à avoir des quartiers plus apaisés. Et c'est-à-dire réduire la circulation automobile pour ceux qui n'ont pas d'autre alternative, vraiment au minimum du minimum, de façon à améliorer la qualité de vie. Permettez-moi de bien comprendre quelle est la différence avec plusieurs petites ZTL par arrondissement. C'est pas du tout une ZTL. Vous avez des quartiers piétons partout dans le monde, ça s'appelle pas une ZTL. ZTL, c'est la zone à trafic limité. C'est un dispositif juridique un peu lourdin qui par ailleurs ne fait pas l'objet aujourd'hui de mesures de contrôle suffisantes. Effectivement. C'est totalement pertinent à l'échelle de Paris-Centre parce que pour le coup Paris-Centre était massivement utilisé comme zone de transit. En revanche, ce n'est pas efficace à l'échelle de tout Paris. C'est pas efficace, tout ça a été étudié et documenté. Et donc je souhaite plutôt travailler un peu sur le concept, c'est en gros approfondir et poursuivre le travail que nous avons mené sur les rues aux écoles, exactement, les rues aux écoles, les rues aux enfants, et on trouvera d'autres terminologies. Aujourd'hui, il y a à Paris un peu moins de 6500 rues. 6500 rues. On a aujourd'hui quelques centaines, pas encore énormément, mais qui sont piétonnisées sous l'action très volontariste menée par Anne Hidalgo. Et disons-le, les riverains qui nous le demandent, qui demandent à leur maire d'arrondissement toujours plus de cas. Et donc, essayer de tendre vers un objectif de 1000 rues piétonnes sur les 6500 que compte la ville de Paris d'ici un horizon de la fin du mandat. Mais de le faire avec d'abord sous la coordination et la méthode et le calendrier que souhaiteront les maires d'arrondissement. On parlait tout à l'heure du boulevard périphérique sur donc cet abaissement de la vitesse. Au départ, quand même, le projet, c'était d'en faire une ceinture verte, un boulevard finalement comme tous les autres boulevards parisiens. Est-ce que c'est toujours le projet? Oui, alors ce travail est difficile et nous l'avions dit. On avait dit que c'était un chantier qui prendrait très longtemps. Très longtemps. Pourquoi? D'abord parce que, je le rappelle, nous ne décidons pas seuls. Il faut donc une volonté partagée d'abord par les communes limitrophes qui sont concernées. Et nous devons travailler avec la préfecture de police, avec la préfecture de région. Nous n'avançons pas seuls, il ne faut pas avancer seul. L'objectif, effectivement, reste le même. Il dépend beaucoup des secteurs du périphérique, parce que les Parisiens ont en tête qu'à des endroits, il est enterré, à des endroits, il est très rarement au niveau de la rue, et à des endroits, il est en ouvrage aérien. Et donc, évidemment, on ne fait pas la même chose et au même rythme en fonction de ces éléments-là. Mais les travaux se poursuivent pour essayer d'arriver à cet objectif de transformation, qui est un objectif... C'est quoi l'horizon, exactement? Ça dépend des zones. Mais je vais vous donner un exemple. Dans un endroit où il y a les fameux ponts qui sont très, très longs, etc., ça prendra très longtemps, 15-20 ans au moins. Évidemment, parce que imaginez le caractère titanesque du chantier qui consiste à casser des kilomètres et des kilomètres de ponts, etc. Il faut voir comment on fait en dessous, etc. Donc il y a des secteurs, par contre, sur lesquels je pense qu'il n'est pas déraisonnable d'envisager que dans les 3-4 ans, on puisse avoir des premières avancées. Notamment parce qu'il y a l'émergence d'un consensus avec un certain nombre de communes limitrophes qui sont très accompagnantes sur cet objectif, quelles que soient d'ailleurs de droite ou de gauche, elles sont très accompagnantes. Le maire de Neuilly travaille beaucoup sur ces sujets-là avec nous, le maire de Montreuil, le maire de Saint-Denis, et notamment dans le secteur du Val-de-Marne. Pourquoi? Parce que c'est le secteur le plus simple. Dans le secteur qui est celui, grosso modo, autour de la Porte d'Italie, dans le secteur du 13e, sur lequel on a des zones où le périphérique est à peu près au niveau. Et donc sur lequel la demande des communes limitrophes est très forte d'accélérer la transformation en boulevard urbain, tout simplement parce que ça évite de faire des très grands détours qui font perdre beaucoup de temps. Donc je ne vous dis pas que tout ça est mature, mais évidemment la volonté reste la même. C'est une volonté d'apaisement qui rejoint d'ailleurs beaucoup des projets des maires des communes limitrophes et des maires tout court des zones denses urbaines. Il faut le faire avec méthode, mais avec toujours beaucoup d'ambition. L'un des grands sujets de la semaine, vous l'avez sans doute suivi, c'est la réouverture de Notre-Dame. Il y a Rachida Dati, qui, je le précise, n'a pas répondu à nos questions, a précisé en meeting qu'elle ne désespérait pas de parvenir à faire payer l'entrée de Notre-Dame. On va l'écouter. Je voulais qu'on paye un peu à Notre-Dame. Je ne désespère pas d'y arriver.
Moi, je suis très attachée au patrimoine religieux, parce que vous avez 36 000 communes, vous avez au moins 36 000 églises. Et là, j'ai rencontré des élus locaux, une ville moyenne, pour ne pas dire quasi rurale. La maire me disait, moi j'ai 12 églises, je ne peux pas évidemment les entretenir. Et donc je trouve que ce patrimoine qui est quand même aussi un facteur de cohésion, d'union, de communion, j'allais dire de nation et de notre identité, je trouve qu'il faut le préserver, mais aussi il faut le faire vivre. Et cette contribution le permettrait. Qu'est-ce que vous dites de cette proposition? On sait que le patrimoine religieux parisien a eu parfois quelques complications, quelques difficultés, notamment certaines églises qui étaient assez peu entretenues. Alors, ouais, on n'est jamais parfait, mais le patrimoine parisien est bien mieux entretenu que le reste du patrimoine sur le territoire national. Et d'ailleurs, dans le débat qui nous anime, c'est en gros d'utiliser l'argent des recettes de la fréquentation de lieux touristiques parisiens au profit du patrimoine d'ailleurs. L'État devrait balayer devant sa porte. Je suis un peu surpris que la ministre de la Culture ne sache pas combien il y a d'églises en France. Il n'y en a pas 36 000. Pas du tout. Ce serait mieux quand même qu'elle le sache. Mais moi, je suis défavorable au paiement de l'entrée de Notre-Dame. Parce que, d'abord, il n'y a pas de raison que ça s'applique à Notre-Dame. Ça pourrait s'appliquer à tous les grands édifices cultuels qui attirent du monde en France. Il y a plein d'autres cathédrales. Je sais que ça se fait bien. C'est pas parce que ça se fait ailleurs que c'est bien. C'est pas une règle. C'est pas une règle qui s'impose rationnellement à moi. Deuxième chose, c'est très difficile parce qu'il faut modifier la loi de 1905 et c'est hors de portée compte tenu de l'état du pays et de l'actualité. En revanche, je suis assez sensible à l'idée qu'on profite de l'attractivité des grandes métropoles dans notre pays, en matière touristique notamment, mais c'est pas que de les métropoles, c'est dans les grands sites touristiques, qu'il y ait un mécanisme, entre guillemets, qui permette de financer le patrimoine partout dans notre pays, me paraît intéressant. Et je vais caricaturer, c'est pas valable pour les cathédrales, c'est valable pour tous les grands sites touristiques dans lesquels on pourrait imaginer des mécanismes de reversion à des fonds. Ils existent déjà d'ailleurs, mais on peut les approfondir. En revanche, l'entrée de Notre-Dame, je pense sur le plan philosophique, je suis pas croyant, très respectueux de la foi, mais je suis pas croyant personnellement. Donc, c'est pas parce que c'est un édifice religieux, c'est parce que c'est un édifice qui a une histoire très symbolique dans l'histoire de notre République et pas pour des raisons cultuelles. Et donc je pense que c'est inopportun. Je rappelle que les tours sont déjà payantes, parce qu'on n'a pas les débats au bon niveau. Les tours sont payantes, il y a plus de 10 millions de visiteurs sur la cathédrale elle-même, mais dans les tours, il y en a beaucoup moins. D'ailleurs, vous faites payer, il y a beaucoup moins de monde. Et donc, il y a déjà un paiement qui est prévu pour les tours de Notre-Dame. Avant que ça brûle, c'était déjà payant. Et donc, oui, pour trouver des mécanismes de financement du patrimoine, non, pour faire payer l'entrée. Vous parliez de Tours, la grande réalisation en tant qu'adjoint, votre grande réalisation, c'était le plus plan local d'urbanisme bioclimatique. Dans ce texte, la ville de Paris s'est engagée à ne plus construire de tours de grande hauteur. Si vous êtes élu en 2026, vous pouvez nous affirmer que la tour Triangle sera la dernière tour de grande hauteur qui a été construite à Paris? La dernière, j'en sais rien. Parce que qu'est-ce qui se passera dans 100 ans? J'en sais rien, on peut pas. Donc, vous voyez. En tout cas, sur votre temps de vie à la mairie de Paris. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner mon avis de façon très claire. Une tour, ça a un avantage que chacun comprend. Ça fait des mètres carrés en plus en montant en hauteur quand on n'a pas de place au sol. Pourquoi j'ai été convaincu qu'il fallait arrêter de construire des tours à Paris et de plafonner à 37 mètres, puisque c'est le nouveau référentiel que nous appliquons, que d'ailleurs un référentiel qui existait avant, on va dire, les grands mouvements d'urbanisme de la seconde moitié du XXe siècle. C'est que le bilan énergétique du bâtiment est mauvais, parce que pour des raisons de normes, eh bien, ce sont des bâtiments qui consomment énormément d'énergie. Et donc, en gros, le bilan environnemental n'est pas à la hauteur, entre guillemets, du gain de mètres carrés qu'on a. Peut-être que si l'ingénierie progresse dans quelques dizaines d'années, c'est quelque chose que les gens de l'avenir pourront se reposer. Mais pour l'instant, il est très clair que le bilan environnemental n'est pas à la faveur des immeubles de grande hauteur, a fortiori dans Paris. Deuxièmement, c'est un élément du paysage urbain sur lequel, évidemment, ça crée des perturbations. C'est la raison pour laquelle nous avons historiquement soutenu, et je le dis, nous avons soutenu, mais j'étais pas encore là, mais des bâtiments de hauteur aux portes de Paris, qui aussi sont au service d'une attractivité métropolitaine et d'une métropole polycentrique, comme on dit, c'est-à-dire que ce ne soit pas tout concentré à la Défense et dans le quartier central des affaires. Il n'y aura pas de tours supplémentaires à Paris sous mon mandat. Pour autant, on pourra continuer, on pourra surélever certains immeubles. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre finalement?
Que ça n'a rien à voir. Les deux sujets n'ont rien à voir. D'un côté, vous avez construire des immeubles de très grande hauteur. On parle là d'une tour à 180 mètres. C'était les 4 exceptions territoriales qui avaient été programmées dans le PLU de 2006, révisé en 2016, enfin modifié en 2016. C'était 4 quartiers particuliers qui sont tous aux portes de Paris. Et l'autre sujet est un sujet de travail de dentelle. Paris, je rappelle qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'immeubles hauts, que Haussmann a commencé à les élever et que, d'une certaine manière, l'urbanisme est une discipline dynamique. Ce qui est vrai à un moment donné ne l'est pas pour l'avenir. Et donc, tout l'exercice que nous avons réussi avec le PLU bioclimatique, c'est d'abord de fixer des règles très ambitieuses, de nécessité absolue d'adapter la ville aux enjeux climatiques. C'est une question centrale. Sinon, Paris sera invivable dans 30, 40 ans. Et c'est notre responsabilité d'élus de le préparer pas maintenant et pas en 2035. Deuxièmement, de proposer des mesures de protection du patrimoine, et donc les règles sont très compliquées. On peut, dans certaines circonstances, surélever, notamment sur le bâti contemporain. Le bâti contemporain, c'est 1/3 du bâti parisien. On voit toujours l'image d'Épinal haussmannien, mais 1/3 de Paris, c'est du bâti contemporain, c'est-à-dire du bâti seconde moitié 20e siècle et depuis 2000. Et donc, dans cet endroit-là, et en dentelle, dans les quartiers faubouriens, ce qu'on a voulu, c'est articuler l'ambition environnementale, la protection du patrimoine et la nécessité d'offrir des logements aux Parisiens, parce que le logement est la priorité numéro 1. Donc surélever pour éventuellement construire de nouveaux logements. Une toute dernière question, on est très en retard. Apaisement, vous êtes donc le candidat de l'apaisement. Apaisement aussi avec le Paris Saint-Germain? Oui, écoutez, d'abord, sur le Paris Saint-Germain, d'abord, c'est un club pour lequel nous avons de l'affection. Pas moi seulement, nous avons les Parisiens, les grands Parisiens. C'est par ailleurs le PSG, un club grand parisien en réalité. C'est pas un club uniquement parisien. On a beaucoup de respect. Simplement, la ville de Paris attaque l'amendement de la région Île-de-France de leur réserver 50 hectares à l'extérieur de la capitale. Parce que c'est se moquer de nous. C'est se moquer de nous. C'est comme si nous, on allait piquer Disneyland. Enfin, ça n'a pas de sens. Elle fait ça pour nous embêter. Ça n'a aucun sens. D'abord, il faut comprendre que construire un stade de 100 000 places avec toutes les choses dont on a besoin, ça n'existe pas en moins de 15 ans. Pour peu que ce soit possible. Parce qu'entre la législation environnementale, les contraintes techniques de circulation, de transport en commun, je leur souhaite bon courage. Donc, mon ambition est simple. Repartir sur des bases de dialogue que j'espère saines, dans lequel la cession du Parc des Princes n'est pas sur la table, parce que le Conseil de Paris en a décidé ainsi. Vendez pas le Parc des Princes. Non. Bon, c'est pas une décision qui relève du maire, c'est une décision qui relève du Conseil de Paris. Et le Conseil de Paris s'est très clairement exprimé contre une vente du Parc des Princes. Et c'est très clairement exprimé aussi pour proposer des choses très innovantes qui garantissent les droits de l'actionnaire, qui garantissent le développement économique et qui garantissent à celui qui paye les travaux, j'en ai conscience que c'est nécessaire, la capacité à l'amortir dans la durée pour que ce ne soit pas à fond perdu et qu'ils y trouvent leur intérêt financier. Je pense qu'en se mettant de façon dépassionnée et sérieuse autour de la table, nous pourrions trouver très rapidement la solution. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir été l'invité d'Île-de-France Politique. Donc cette bataille des municipales à Paris qui a déjà commencé à 1 an et demi du scrutin. Évidemment, on va s'en reparler sur cette antenne. Merci à Julie Bossard, rédactrice en chef d'Actu Paris, d'avoir été parmi nous. L'info se poursuit sur BFM Paris.